Pour terminer cette première approche de la princesse de Clèves, nous allons étudier la réception de l'œuvre et son héritage. En ce qui concerne tout d'abord la publication de l'œuvre, la question de l'anonymat est importante. Madame de La Fayette n'a pas voulu reconnaître être l'auteur du roman pour plusieurs raisons. La première est que pour publier un roman à cette époque est un peu infamant. Le roman est considéré comme un divertissement un peu facile à écrire et de médiocre qualité. Il est situé tout en bas de la hiérarchie littéraire, bien loin derrière la poésie, considérée au contraire comme le genre le plus noble. Madame de La Fayette, c'est quelqu'un qui a conquis sa place à la cour et dans les salons. Elle a une réputation de femme cultivée, et c'est pourquoi elle ne voulait pas qu'on l'assimile à une romancière. On pense aussi que parmi les raisons qui expliquent cette volonté de garder l'anonymat, il y avait aussi quelque chose dans son caractère propre. On l'a décrit en effet souvent comme quelqu'un de mystérieux, et son surnom dans les salons était d'ailleurs le brouillard, ce qui indique bien que dans sa personnalité, il y avait le goût du secret. Ensuite, la princesse de Clèves a connu dès sa publication un grand succès. Mais tout de suite, le roman a provoqué beaucoup de réactions et même une querelle assez importante. Et on pense que c'est aussi pour cela qu'elle a préféré garder l'anonymat. Alors on reviendra pendant l'étude sur les différents aspects, évidemment, de cette querelle. Lorsque La princesse de Clèves est publiée, l'œuvre est présentée comme une nouvelle historique. On a vu que les romans de l'époque, les romans précieux en particulier, sont des romans de plusieurs milliers de pages. Ils comportent plusieurs tomes. Alors bien entendu, comme La princesse de Clèves ne comporte que 300 pages, on comprend qu'on les qualifie de nouvelles. Cependant, assez vite, notamment au cours des discussions dans les salons et dans les gazettes, c'est-à-dire les journaux de l'époque, on va parler de romans à propos de La princesse de Clèves. Alors pourquoi ce changement de terme ? En réalité, La princesse de Clèves inaugure une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon de concevoir le roman, et finalement, La princesse de Clèves va changer en quelque sorte la définition même du mot roman. Alors, quels sont les points qui permettent de modifier les choses et qui font qu'on va qualifier La princesse de Clèves de roman, et même que plus tard on dira qu'il s'agit du premier roman moderne? Alors bien sûr, il y a tout d'abord, on vient d'en parler, la brièveté. 300 pages, c'est peu, mais c'est la moyenne qu'on va avoir dorénavant avec les romans. Mais le deuxième point fondamental, c'est l'analyse psychologique. Avant La princesse de Clèves, l'intériorité des personnages nous est rarement donnée dans leur intégralité. Au contraire, avec les personnages de la princesse, on va avoir l'ensemble des émotions qui se font jour, qui se cumulent et qui font qu'un être change d'avis sur quelque chose ou quelqu'un. On a donc en quelque sorte tout le flux de pensée du personnage de l'intérieur même. Alors que dans les romans qui précédaient, les lecteurs avaient accès à quelques pensées, souvent à des moments clés, mais la plupart du temps, c'était par leurs actions qu'on comprenait évidemment ce qui se passait à l'intérieur du personnage. Alors que ce soit Nemours, la princesse ou le chevalier de Guise, on a pour tous ces personnages de véritables examens de conscience. On les voit réfléchir, on les voit méditer pour comprendre pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Et c'est toute cette analyse psychologique qui va permettre une nouvelle façon de concevoir le personnage de roman. Enfin, l'autre élément nouveau dans La princesse de Clèves, c'est la manière de concevoir le romanesque. Auparavant, l'imaginaire du roman était centré sur des aventures extraordinaires. Extraordinaires au sens d'invraisemblables, parce que ces événements étaient centrés sur des actions du type rape, enlèvement, des enfants qui étaient abandonnés, puis après des enfants qui retrouvaient miraculeusement leurs parents. Il y avait des naufrages, il y avait des brigands quasiment à tous les coins de rue, etc. Avec La princesse de Clèves, l'imaginaire change. Les événements qui se déroulent s'inscrivent dans la vie de tous les jours. Rien n'est impossible, tout peut arriver pour de vrai.
Ces événements sont évidemment à la fois de l'ordre du banal et de l'extraordinaire, comme par exemple une rencontre amoureuse ou un amour passionné. Mais c'est un imaginaire du roman qui est plus vraisemblable et qui va en quelque sorte se centrer sur des scènes clés, marquantes, si marquantes d'ailleurs qu'on va les retrouver puisque ces scènes vont être imitées dans les romans qui vont suivre. On pense par exemple à la rencontre au bal qui a souvent été une scène réécrite dans les romans qui suivent. Donc on voit à quel point cela a été marquant pour les lecteurs. On a donc avec La Princesse de Clèves un roman qui se rapproche de la réalité. Mais attention, La Princesse de Clèves n'est pas ce qu'on appelle un roman réaliste, car le roman réaliste, c'est un roman beaucoup plus détaillé, beaucoup plus cru, beaucoup plus, on va dire, proche d'une réalité, on va dire, alors là, vraiment extrêmement banale, puisque dans les romans de Balzac ou de Zola, c'est-à-dire donc des romans du 19e siècle, on va avoir des personnages qui mangent, qui font leur toilette, etc. Donc des choses qui ne sont absolument pas dignes de la vie de la cour, évidemment qu'on va retrouver dans La Princesse de Clèves. Alors La Princesse de Clèves est une œuvre qui se définit ainsi comme une nouvelle façon d'écrire le roman. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme de moderne très souvent pour le qualifier ? Alors, ce qui fait la modernité de La Princesse de Clèves, c'est son questionnement sur les rapports entre individu et société. Pour bien comprendre cette problématique, il faut se souvenir que quand on parle de société, on parle aussi des valeurs qui sont partagées par les individus qui composent cette société. Ces valeurs, ce sont des codes, des conventions, des normes qui classent de manière positive ou négative les comportements et les actions. Ces valeurs sociales déterminent ce qui est bien et ce qui est mal et participent ainsi à ce qu'on appelle une morale. Chaque société conçoit une morale qui lui est propre et au fur et à mesure que les générations d'individus se succèdent, eh bien les valeurs changent et donc la morale aussi. Ce qui était bien hier ne l'est plus aujourd'hui. Alors bien sûr, les valeurs sociales et morales sont les reflets des valeurs propres à la classe sociale dominante qui impose en quelque sorte sa grille de lecture sur l'ensemble de la société. Dans La Princesse de Clèves, il n'y a pas vraiment de problème de classe sociale, puisque nous restons toujours dans la même classe sociale, celle des puissants, celle de la cour, celle de la grande noblesse. La question posée dans La Princesse de Clèves, c'est donc plutôt la part de liberté qu'a chaque individu par rapport à ses normes et à ses conventions sociales. Est-on libre de les respecter ou bien au contraire de les enfreindre? Voilà la question que pose le roman. Ai-je vraiment le choix de ne pas suivre le modèle dominant? Puis-je vraiment faire des choix qui sont si différents de ce qu'on attend de moi que non seulement personne ne va m'approuver, mais même personne ne va me comprendre? À la fin de la lecture de La Princesse de Clèves, il y a souvent une déception du lecteur, parce que l'héroïne ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Et cette déception, elle renvoie justement le lecteur à la liberté de choix par rapport à des valeurs ou à des conventions sociales. Et c'est en cela qu'il y a modernité du roman. La Princesse de Clèves interroge de manière différente le rapport au monde de chaque être. Comment s'intègre-t-on dans une société? Un individu peut-il ne pas s'inclure dans les valeurs sociales de l'époque et rester quand même à l'intérieur de la société? Quelle place pour des notions comme la marginalité et l'anticonformisme? La Princesse de Clèves ne va pas jusque-là. Ce sont les romanciers qui suivent qui poussent la réflexion jusqu'au bout. Mais Madame de La Fayette ouvre en quelque sorte cette discussion. En tout cas, on comprend mieux pourquoi le parcours choisi au niveau national pour étudier cette œuvre est individu, morale et société. Quelle part de liberté on a face à des choix moraux délicats? Quelles sont les raisons de nos choix? Qu'est-ce qui nous pousse à faire des choix? Quels sont les conflits intérieurs qui nous animent alors? Voilà les questions posées par La Princesse de Clèves et voilà donc l'angle d'étude qui sera le nôtre par la suite.